Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite présentation sur l'évolution de l'environnement de l'abeille, parce que je trouvais ça intéressant. L'environnement de l'abeille, depuis qu'elle est arrivée, il a beaucoup évolué, et pas forcément en bien, et je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu aux sources. L'abeille, elle est arrivée en Europe il y a un moment déjà, quasiment en même temps que l'être humain. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'elle vivait à cette époque-là? Et comment ça se déroule aujourd'hui? Je trouvais ça intéressant. Donc c'est parti. Alors je vous ai développé ça en 3 parties. Comme c'est assez court, je vais tout vous mettre dans la même vidéo, ce sera plus simple. Voilà, la première partie c'est l'arrivée en Europe de l'abeille. Et puis ensuite le Moyen-Âge et la déforestation. Le manque de ressources et d'habitat, ça c'est plutôt pour aujourd'hui. Et je vous explique un petit peu ce que j'ai trouvé comme source là-dessus. Alors l'arrivée en Europe. L'arrivée de l'abeille en Europe, c'est plutôt l'abeille tropicale, entre guillemets, c'est pas tout à fait exact mon terme, mais c'est pour signifier qu'elle avait à manger toute l'année, qu'il n'y avait pas d'hivernage au départ. Les colonies, elles sont sur un seul rayon, ce que vous voyez à l'écran là, c'est un grand rayon d'abeilles, donc il n'y a pas besoin de gérer la chaleur, puisque la chaleur est toujours adaptée, et puis il n'y a pas besoin non plus d'hiverner, puisqu'il n'y a pas d'hiver, d'accord? Donc elle vit comme ça toute l'année, en permanence, puis le cycle de pompe permet que ça soit toujours, que ça se recycle toujours, et puis c'est parti. Il y a un apport alimentaire constant, ça c'est important, c'est plus le cas maintenant. Et puis voilà, alors là, ce mode de vie là de l'abeille, je l'ai daté il y a 87 millions d'années à peu près, d'accord? Et puis après, elle s'adapte. L'abeille, elle va s'adapter au climat tempéré, parce qu'il faut savoir qu'elle est arrivée en Europe, plutôt par l'Inde. Et puis, il y a eu plusieurs ères glaciaires. Donc en fait, l'abeille, elle arrive il y a 1 million d'années à peu près sur l'Europe en fait. Mais elle ne s'installe pas partout directement, parce qu'en fait, il y a des ères glaciaires qui la font redescendre vraiment au sud de l'Europe, et qui la font remonter quand le climat est plus favorable, etc. D'accord? Donc, cette période-là, on imagine que c'est ce qui lui permet de s'adapter petit à petit à passer l'hiver plus facilement et à gérer les saisons. Et donc au lieu de faire un grand rayon comme elle le faisait avant, qui n'est pas très pratique pour gérer la chaleur, elle va commencer à faire, comme on voit à l'écran, plusieurs rayons, les uns à côté des autres, et c'est ce fonctionnement-là qu'on connaît aujourd'hui, hein, quand les cadres dans vos ruches, c'est ça, c'est une reprise de ça. Et les abeilles sauvages aujourd'hui, mellifères sauvages, font toujours ça. Ça leur permet de gérer la chaleur plus facilement, et ça leur permet du coup de passer l'hiver. C'est-à-dire qu'elles amassent le miel, et elles font une grappe pendant l'hiver, et la gestion de la chaleur étant beaucoup plus simple, ça leur permet de passer l'hiver. Et puis elles ont des habitats permanents, c'est-à-dire qu'elles sont plus seulement en dessous d'une branche d'arbre, etc. Elles ont un habitat vraiment dans une cavité, dans un arbre creux, etc., etc. Et donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 1 million d'années que ça commence à se mettre en place, a priori. La réelle implantation de l'abeille en Europe, ça va être, telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, ça va être il y a 12 000 ans. Donc au néolithique, l'homme arrive en même temps, puisque le climat devient favorable et pour l'abeille et pour l'homme au même moment, ça se comprend. C'est la fin de l'ère glaciaire, de la dernière ère glaciaire qu'on ait connue. Et à cette époque-là, on est sur de la forêt. Partout en Europe, 80% de forêt en Europe, d'accord? Ça veut dire que quasiment tout le territoire, c'est de la forêt. Alors, c'est aussi à cette époque-là que l'homme se sédentarise dans ses forêts, justement. D'accord? Ça m'amène la deuxième partie, le Moyen-Âge. Parce que jusqu'au Moyen-Âge, grosso modo, les 80% de couverture forestière, ils sont existants. Plus ou moins, c'est plus ou moins vrai ce que je dis, parce qu'en fait, dès le néolithique, l'homme se sédentarise, donc il va commencer à couper des forêts pour s'installer, à utiliser le bois, etc., à commencer à faire des cultures aussi, un petit peu, mais c'est incomparable avec ce qui va se dérouler ensuite. Donc juste pour préciser, cette époque-là, l'abeille est très épanouie, il n'y a pas de souci, elle a tout ce qu'il faut dans les forêts pour vivre, hein, donc un habitat dans les arbres creux, elle a des apports de pollen, de nectar, etc., tout va bien. Arrive le Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, alors au début du Moyen-Âge, les abeilles sont toujours très présentes, pas de souci, on ne fait pas de commerce des seins, hein, donc c'est que ça va bien. C'est une ressource qui est quasiment infinie, hein, les gens font une apiculture familiale, on va ramasser ce qu'on voit à l'image, là, ils ramassent un essaim d'abeilles, et puis cet essaim d'abeilles, on va tout simplement le mettre dans une ruche en paille et le mettre devant la ferme, et puis c'est parti.
Évidemment, je l'ai précisé, mais les cultures sont peu mécanisées, il n'y a pas de moteur encore, donc il n'y a pas de souci de grande échelle, tout se fait à petite échelle, quoi. Et donc il y a très peu d'exploitation des forêts. Et puis, avec le Moyen-Âge, ça va quand même un petit peu changer. Il y a des défrichements massifs au fil du Moyen-Âge. Il y a un gros développement démographique déjà. Il y a plus de monde, donc forcément, il faut les loger, ces gens-là, il faut les nourrir. Il y a un développement économique qui se fait. Forcément, c'est lié. Et puis, il y a des défrichements massifs liés aussi au développement agricole, toujours dans le but de nourrir aussi tout le monde, quoi. D'accord ? Donc, il y a vraiment... l'être humain s'installe vraiment pour de vrai, là. On est sur un gros développement. Alors, à modérer quand il y a des épidémies ou des soucis de guerre, etc. Mais mis à part ça, on est quand même plutôt sur un développement démographique assez conséquent. Et donc du coup je finis sur le XVIIIe siècle. Donc la fin du Moyen-Âge, en fait, on peut faire un petit bilan déjà de comment ça se passe pour la forêt, qui est donc le lieu de vie de l'abeille. Alors si on repart du néolithique, on avait 80% du territoire qui était couvert de forêt. Là, au début de mon petit graphique qui représente l'évolution de la superficie de la forêt en millions d'hectares en France, on est sur, au IIIe siècle, on est déjà plus que sur 40%. Hein. Et puis, au XVIIIe siècle, on n'est plus qu'à 25%. Hein. On voit que la courbe, elle est vraiment descendante, avec un gros pic. Plus on s'industrialise, hein, plus on consomme de ressources. Hein. C'est vrai pour les autres sources aussi, mais celle qui nous intéresse, c'est le bois pour les abeilles. Et puis on voit que ça commence à remonter, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais le chiffre que je retiens, c'est qu'on est passé quand même de 80% du territoire en forêt à 25%, et que l'abeille, forcément, en a subi les conséquences. Alors la dernière partie, c'est le manque de ressources et d'habitat, qui va être le problème de l'abeille, alors jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui nous on a des ruches, donc on ne se rend pas forcément compte, mais si les abeilles qu'on a dans nos ruches devaient tout habiter dans des troncs creux, il en manquerait un certain nombre. Alors, au 19e siècle, on se rend compte que la forêt, c'était pas si mal, et que si on continue à tout abattre, on va avoir des gros problèmes. Surtout parce qu'on utilise le bois de manière industrielle, donc on en a besoin. Le bois, ça peut aussi être du bois de construction. Si on peut plus construire, on va avoir des problèmes. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. On se rend compte donc que la forêt est une ressource, et on commence à replanter des forêts. Ce qui fait qu'on va être sur plutôt une courbe montante. En 1830, on était à 8 millions d'hectares de forêt en France, hein, c'est en millions d'hectares. Et en 1985, on était remonté à 14 millions. Et en 2018, 17 millions d'hectares. Et grosso modo, la forêt en France évolue doucement, mais elle reprend un petit peu de terrain. D'accord ? Donc, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Parce que ça fait des surfaces boisées qui sont intéressantes et pour la vie sauvage, et notamment pour l'abeille. A priori. Sauf qu'en réalité, la forêt qu'on replante n'est pas du tout la forêt dans laquelle s'épanouissait l'abeille. On ne parle pas du tout d'une forêt dans laquelle elle va trouver des troncs creux, dans laquelle elle va trouver une alimentation variée, etc. Ce que vous avez à l'écran là, c'est un memento, donc c'est un inventaire forestier, c'est l'édition de 2019 parce que j'ai pas trouvé plus récent. Un inventaire forestier qui fait donc l'inventaire de tout ce qui se passe au niveau forêt en France. Alors quelle forêt on a en France ? La moitié de la forêt française quasiment est monospécifique. Ça veut dire qu'il y a la moitié des hectares de forêt qui sont d'une seule espèce, souvent du sapin. Mais là-dedans, il est évident que l'abeille ne peut pas s'épanouir correctement. On a aussi un tiers de ce qui reste où il y a 2 essences seulement, et puis 17% de la forêt qui a 3 essences. Et le reste, c'est des forêts un peu plus variées. Il ne reste pas beaucoup. Ça veut dire qu'en France, la forêt, elle est utilitaire, mais c'est pas du tout un lieu de vie pour la vie sauvage. Même si la vie sauvage, elle s'installe quoi qu'il arrive. Mais pour l'abeille, en tout cas, c'est vraiment pas accueillant, c'est vraiment pas un endroit dans lequel elle peut s'épanouir. Alors la forêt, il faut la comprendre comme outil économique en fait. C'est un outil économique qui est réalisé qui est géré par l'État, quoi. Là, je vous ai mis Michel Cointras, qui est ministre de l'Agriculture, et en 1972, voilà ce qu'il disait. Je vous lis la citation. « La forêt est devenue un outil économique de la nation, ce qui implique qu'elle doit être gérée comme un champ de petits pois ou de tomates, à partir de cette certitude selon laquelle si on investit en forêt, on peut y gagner de l'argent. » Donc là, on pense la forêt comme un outil économique
et pas du tout comme un lieu de vie pour la vie sauvage, hein. On est vraiment sur autre chose. Alors, je termine en faisant une petite parenthèse sur l'état des ressources hors forêt. Parce que les abeilles, elles se nourrissent aujourd'hui beaucoup sur les cultures, en fait, sur les grandes cultures notamment, parce que c'est ce qui est disponible, tout simplement, parce que c'est ce qui existe. Alors il faut savoir qu'on a de la toxicité sur certaines cultures avec l'utilisation de pesticides, alors qui existaient déjà avant les années 90, mais on a eu des mortalités dans les années 90, à partir de 93 avec le gaucho par exemple, et puis ça continue par la suite, et donc on a des problèmes de toxicité, et les colonies d'abeilles en subissent les conséquences. Ça fait qu'on a des mortalités hivernales plus fortes, on sait qu'il y a des baisses de fécondité des mâles, on sait donc ce qui entraîne des mauvaises reines, hein, forcément, et donc un écroulement des populations dans certains cas, et ces pesticides sont omniprésents sur les cultures aujourd'hui, avec des nouvelles familles de pesticides qui commencent à arriver, qui sont aussi inquiétantes, donc on a... Voilà, il y a moins de forêts, bon, il y a plus de grandes cultures, mais du coup, la santé de l'abeille n'est pas forcément assurée avec ça, hein, d'accord ? Alors, en dernière diapo, je vous ai mis des risques qui sont liés à une mauvaise alimentation de l'abeille. J'en ai déjà parlé un petit peu il y a quelques temps, mais c'était important de le préciser pour vraiment avoir en tête les conséquences de ce changement d'environnement. Les carences en nectar, c'est une baisse d'activité de la colonie, et puis une mortalité, en gros, elle meurt de faim, quoi. Des carences en pollen, ça va être des ruptures de ponte, c'est-à-dire que la reine va arrêter de pondre parce qu'il n'y a plus assez à manger pour nourrir le couvain, pour nourrir les petits, quoi. Et puis ça peut donner des maladies du couvain. On a une carence alimentaire en protéines et du coup c'est pas bon du tout, les maladies du couvain. Alors je dis des carences en pollen, ça peut aussi être des carences qui sont liées à un manque de variété du pollen, d'accord? Ça c'est important de le savoir aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de pollen d'un truc, mais si on est sur une seule espèce de plante qui apporte tout le pollen, sur une période, c'est pas bon du tout pour elle, hein. C'est vraiment... il faut que le pollen soit varié. Des carences en propolis, alors la propolis ça permet d'avoir une santé générale de la colonie, donc forcément cette santé, moins il y a de propolis, plus elle baisse, et puis développement de maladies à terme. Et une alimentation toxique, ça va être baisse de santé générale de la colonie, développement des maladies des parasites, ça on le sait, il y a des études là-dessus maintenant qui ont été faites par l'INRA, baisse de fécondité des mâles, j'en parlais, et puis écroulement des populations, forcément qui est un peu le point final de ça, quoi. Voilà pour l'évolution de l'environnement des abeilles. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé, mais c'est bien, je pense, de savoir d'où on partait et où on est aujourd'hui pour un petit peu comprendre, ça permet de comprendre certains problèmes qu'ont les colonies d'abeilles, notamment au niveau des carences alimentaires et au niveau d'un développement qui ne va pas être forcément le bon. C'est vrai qu'on imagine qu'à une certaine époque, les abeilles n'avaient pas du tout besoin de l'homme pour survivre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des colonies sauvages qui peuvent effectivement vivre sans l'homme, mais c'est quand même c'est une petite partie. La grande partie des ruches qu'on a, des colonies d'abeilles qu'on a sur le territoire, c'est des ruches, et c'est des colonies qui sont complètement dépendantes de l'homme, qui sont bien souvent leur génétique est gérée par l'apiculteur qui a besoin que ce soit doux, qui a besoin que ce soit voilà. Et puis voilà. Mais des abeilles, toutes les abeilles qu'on a aujourd'hui, si elles devaient toutes vivre à l'état sauvage, ce serait juste impossible. Voilà, donc ça ouvre des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait de la vie sauvage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, ce qui est chiant avec l'abeille, c'est qu'on sait qu'on en a besoin. Donc il va vraiment falloir peut-être se remettre en question beaucoup de choses sur comment on planifie notre territoire, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, des grandes cultures partout, c'est souhaitable? Pour l'abeille, ça a des conséquences qui sont très mauvaises, d'accord? Même si ça apporte beaucoup de nectar à un moment donné et que ça permet à certaines colonies d'hiverner correctement, c'est pas une variété de nourriture nécessaire. Voilà, pourquoi il n'y a pas de forêt non gérée qui permettrait aux abeilles de réussir à trouver des habitats sans se soucier si l'homme lui en donne ou pas. Enfin voilà. C'était pour ouvrir toutes ces réflexions-là, toutes ces pistes-là, que je vous présente ce petit panorama de l'environnement de l'abeille. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochains supports, et puis amusez-vous bien avec vos abeilles. Au revoir.